nous revenons à présent sur l'actualité économique et financière de cet été afin de se demander comment bien aborder la rentrée sur les marchés avec Quentin Doulcet, gérant chez Myria AM. Bonjour Quentin. Bonjour Nicolas. Alors parmi les sujets chauds de l'été, il y a nos deux feuilletons récurrents, des feuilletons dont on parle depuis longtemps dans cette émission en termes de politique internationale. Il y a la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'un côté et le Brexit de l'autre. Si on commence par la guerre commerciale, on aurait pu se dire que juillet-août aurait été une période un peu plus calme, une période de vacances, et finalement ça a été tout l'inverse. Alors oui, vous avez raison, d'autant plus qu'après le G20 fin juin, on avait plutôt une trêve entre les États-Unis et la Chine. Le marché s'attendait même à un accord et finalement Donald Trump a surpris tout le monde début août en annonçant une nouvelle série de droits de douane sur 300 milliards d'exportations chinoises qui avaient été épargnées jusque-là. Et tout au long de l'été, tout au long du mois d'août, on a eu une véritable escalade des droits de douane entre les deux pays. Parce qu'évidemment les Chinois ont répondu. Exactement, 75 milliards de droits de douane, des droits de douane, 75 milliards d'exportations américaines et la réponse des Américains immédiate de 5% supplémentaires sur la totalité des exportations chinoises vers les États-Unis qui représentent à peu près 550 milliards de dollars. Alors c'est finalement les Chinois qui ont décidé de jouer l'apaisement fin août pour la rentrée finalement, si je puis le dire ainsi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là sur le mois de septembre ou le mois d'octobre? Est-ce que ça a été un petit coup de pression cet été pour des négociations qui vont bien reprendre en début d'année, ou on est dans le doute encore aujourd'hui? Alors on est dans le doute et c'est quand même difficile d'être très optimiste sur une résolution rapide du conflit. On a quand même l'impression que des deux côtés on n'est pas forcément pressé de trouver un accord. D'un côté on a la Chine qui pourrait attendre les élections américaines l'année prochaine pour voir qui serait le successeur de Donald Trump. Et du côté cas où on pourrait s'arranger autrement. Exactement, avec un autre président aux États-Unis, un autre gouvernement. Et du côté des États-Unis, c'est un thème, les droits de douane contre la Chine, c'est un thème qui est assez populaire. Et d'ailleurs, que ce soit auprès de l'électorat américain démocrate ou républicain. Et alors, ces deux économies, alors il y a quand même plusieurs indicateurs qui nous montrent que finalement elles pâtissent un peu de cette guerre commerciale. Est-ce qu'elles vont avoir les moyens longtemps de continuer dans cette voie justement de la guerre commerciale? Parce qu'il y a le politique, effectivement, puis il y a l'économique derrière. Bien sûr, il y a l'impact sur l'économie. Alors, sur le long terme, sûrement pas. À court terme, elles en ont sûrement les moyens. Même si en Chine, on constate clairement un ralentissement des données économiques ces derniers mois, des chiffres du PIB, de la production industrielle, de la consommation avec les ventes au détail. Même si au début du mois de septembre, on a eu les indicateurs avancés du mois d'août qui ont été meilleurs qu'attendus avec un rebond. Et la Chine, le gouvernement chinois a mis en place un plan de relance budgétaire et monétaire ces derniers mois qui devrait soutenir l'économie. Et aux États-Unis, la situation économique reste bonne, même si l'économie devrait ralentir cette année. On est sur un rythme de croissance toujours supérieur à 2%, ce qui est élevé pour un pays développé. Voilà, donc ils ne seront pas forcés en tout cas de faire machine arrière tout de suite à cause de leurs économies. Exactement. Ouais. Alors ça c'était pour le premier feuilleton, du coup la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Deuxième feuilleton, c'est le Brexit. Boris Johnson a été élu récemment, il a été fidèle à son personnage et il aura réussi en quelques semaines à créer une impasse finalement au Parlement, là où il avait souhaité passer en force. On rappelle qu'il veut sortir de l'Union européenne avec un no deal au 31 octobre, qu'il a décidé effectivement de suspendre les activités du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines avant. Et le Parlement, hier dans la nuit, pour sa dernière séance du coup avant cette trêve, a décidé de rejeter la possibilité d'élections anticipées, donc un nouveau revirement pour Boris Johnson. Alors on ne va pas revenir sur tous les revirements du Brexit, mais le point de vue global de Myria AM et votre point de vue, Quentin Doulcet, sur la situation aujourd'hui. Alors nous, notre point de vue, c'est que la situation politique au Royaume-Uni est très incertaine. On va vraisemblablement vers donc un report de la date du Brexit au 31 janvier. Un nouveau report et des élections anticipées, des élections en novembre, dont pour l'instant le scrutin est complètement incertain. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que aucun des deux pays n'a intérêt et ne veut sortir, en tout cas ne veut que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne sans accord. Donc il y aura certainement des compromis, des concessions de dernière minute.
mais la base de l'accord qui a été négocié entre Bruxelles et Theresa May devrait pas changer drastiquement. Donc finalement, bon, c'est plus Theresa May qui mène les négociations, mais on resterait sur un accord similaire ou presque, avec effectivement quelques revirements politiques au Royaume-Uni, mais on resterait sur la même base d'accord. Alors à peu de choses près, avec sûrement des concessions de l'Union européenne sur le fameux backstop en Irlande. Et alors ça c'est pour le Royaume-Uni, mais de manière plus générale en Europe, est-ce que l'économie se porte bien en septembre, Quentin? Alors non, les économies ralentissent. Alors au Royaume-Uni, on voit déjà l'impact du Brexit. Le Royaume-Uni était l'un des pays qui avait l'économie la plus forte, l'une des plus fortes avant le vote de 2016. Et aujourd'hui, l'économie du Royaume-Uni est au bord de la récession. Mais la zone euro, on a aussi un ralentissement des économies, notamment les économies les plus impactées par le commerce extérieur et par la guerre commerciale, notamment l'Allemagne qui tourne au ralenti. Cette année, on devrait avoir une croissance en Allemagne de l'ordre de 0,6%. La décennie en or de la croissance allemande est clairement finie. Et en zone euro, la croissance devrait atteindre 1%. C'est en ligne avec la croissance potentielle, mais largement en deçà de ce que l'on a pu connaître ces dernières années. Du coup, on vient quand même de lister que des bonnes nouvelles depuis le début de cette analyse. Quelles ont été les conséquences sur les marchés? On a senti qu'en août, le marché frémissait un petit peu plus que les derniers mois, ou au contraire, il continuait à monter alors qu'il n'avait pas forcément que des bonnes nouvelles. Alors oui, on a eu clairement un regain de volatilité sur le mois d'août, mais l'ajustement sur les actions a été relativement modeste, avec une baisse au final fin août de 1 à 2%, que l'on a rattrapé d'ailleurs début septembre. L'ajustement s'est réalisé sur les emprunts d'État, où on a eu une baisse généralisée et très importante des taux, et on a notamment le Bund, donc le 10 ans allemand ou le 10 ans français, l'OAT, qui ont touché des plus bas historiques à moins 0,4 pour la France et moins 0,7 pour l'Allemagne. Mais alors pour le coup, les investisseurs n'ont pas délaissé spécialement les actions en août. Alors les investisseurs n'ont pas délaissé les actions au global, mais il y a eu des ajustements qui sont faits entre secteurs et entre types de valeurs. Les investisseurs ont privilégié les valeurs défensives en défaveur des valeurs les plus cycliques. Et alors aujourd'hui, on est le 10 septembre, alors il est 8h57, la bourse de Paris n'a pas encore ouvert, mais le CAC 40 est proche des 5006, donc finalement on est revenu sur les sommets, même sur des sommets presque historiques du CAC 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché anticipe de futures bonnes nouvelles malgré tout ce qu'on vient de se dire? Alors on sent bien que le marché est assez partagé entre le ralentissement économique global plutôt lent et le soutien des banques centrales. À court terme, les actions restent attractives en relatif. On a des données économiques qui sont pas catastrophiques, on a un niveau de valorisation qui n'est pas excessif dans un contexte de taux bas, et on a ces banques centrales qui reviennent en soutien des marchés. Alors qui abaissent pas forcément encore leur taux, mais qui ont des discours accommodants, c'est ça? Donc on s'attend à des futures bonnes nouvelles de la part des banques centrales. Alors exactement, alors la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, elle a déjà baissé ses taux une fois de 0,5% le 31 juillet. C'est la première fois depuis 10 ans qu'elle le faisait, et on attend donc demain la BCE qui devrait annoncer une baisse du taux de dépôt en zone euro, et qui probablement dans les prochains mois devrait relancer un programme de rachat d'actifs en zone euro. Mais alors du coup on a des nouvelles géopolitiques qui ne sont pas forcément bonnes, un ralentissement économique, un ralentissement qu'on peut voir aussi dans certains pays émergents. Est-ce qu'on peut compter que sur ces banques centrales finalement pour contenir ce ralentissement? Alors c'est difficile, c'est une question assez difficile à répondre. Aux États-Unis, la Fed en tout cas a regagné en marge de manœuvre pour contenir le ralentissement économique. Donc la Fed pourrait très certainement contenir le ralentissement en baissant de manière plus agressive ses taux. En zone euro, c'est un petit peu plus compliqué. On a des taux déjà extrêmement bas et il faudrait certainement plus qu'une politique monétaire très accommodante. On aimerait voir en zone euro un plan de relance budgétaire dans certains pays qui en ont les moyens, notamment en Allemagne. Et alors pour finir, Quentin Doulcet, dans le contexte qu'on vient d'évoquer, quelle est la stratégie de Miriam sur les marchés? Alors nous, la stratégie, l'environnement économique pour nous va continuer de ralentir lentement, mais sans rentrer en récession. Alors
on reste relativement prudent mais opportuniste. C'est-à-dire que sur les actions, on va avoir une allocation légèrement inférieure à 50%, en privilégiant les actifs de croissance, les zones de croissance comme les États-Unis et les valeurs de croissance en zone euro. Et on va chercher à être opportuniste, c'est-à-dire à renforcer les actions sur des baisses de 5 à 10%. Du côté des taux, c'est un petit peu plus compliqué. On trouve que le niveau de valorisation au global est excessif. On va donc avoir une duration, une sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt faibles, inférieurs à 2 ans, et on va privilégier les actifs de croissance de portage, notamment le high yield et la dette émergente. Eh bien, merci beaucoup, Quentin Doulcet, d'être venu commenter l'actualité de cet été, nous donner la stratégie de Myria AM. Je rappelle que vous êtes gérant chez Myria AM.